Karl Marx, le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Les éditions sociales, 1969. Collection classique du marxisme. Traduction de la 3e édition allemande de 1885. Note des éditeurs. Marx était installé à Londres depuis près de 2 ans et demi, lorsque se produisit le coup d'État du 2 décembre, qui venait donner une conclusion provisoire mais logique aux événements qui s'étaient déroulés en France depuis février 1848. Quelques jours après le coup de théâtre de Louis Bonaparte, Weidemeyer, qui venait de s'installer à New York, sollicitait Engels et Marx de lui adresser des articles pour un journal hebdomadaire dont il projetait la publication. Dès le 23 décembre, Marx lui répondait en lui annonçant une série d'articles sur le 18 Brumaire. Malgré sa santé déficiente et des difficultés financières sans nombre, Marx se mit au travail. Entre le 1er janvier et le 25 mars 1852, il expédie avec une régularité remarquable les 7 articles qui constituent les chapitres de la brochure. Malheureusement, les projets de Weidemeyer avaient dû entre-temps être abandonnés, et c'est grâce à un dévouement anonyme qu'il fut en mesure de publier une revue, La Révolution, dont le premier numéro, qui contenait le 18 Brumaire, parut à New York le 20 mai 1852. Du vivant de Marx, l'ouvrage ne connaîtra qu'une réédition, en 1869. Et ce n'est que l'édition assurée en 1885 par Engels qui devait inaugurer la brillante carrière du 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Après un certain nombre de tentatives infructueuses, la première traduction française paraissait enfin à Lille en 1891. Bien que reprenant en grande partie les événements dont traitaient des luttes de classe en France, le 18 Brumaire constitue une œuvre différente. En 1852, Marx jugeait avec beaucoup plus de recul les événements dont il venait d'être le témoin. Son optique a changé. Il se préoccupe essentiellement de tirer de la révolution de 1848 des conclusions pour la politique future du prolétariat. Aussi le 18 Brumaire se présente-t-il comme une œuvre en un sens plus théorique et plus abstraite que les luttes de classe. Mais cette brochure marque aussi un approfondissement de la pensée de Marx. Dans le manifeste, la question de l'État n'était soulevée que d'une manière générale. À la lumière des événements de 48, Marx pose maintenant d'une façon nouvelle et concrète le problème du remplacement de l'État bourgeois par l'État prolétarien. On lira avec profit le commentaire que Lénine a donné au 18 Brumaire dans L'État et la Révolution. La présente édition a fait l'objet d'une révision approfondie de la traduction publiée antérieurement. Elle a été également pourvue de notes et l'index qui la termine a été refait et amélioré. Préface de l'auteur à la 2e édition allemande, 1869. Mon ami Joseph Weidemeyer, mort prématurément, se proposait de publier à partir du 1er janvier 1852 une revue politique hebdomadaire à New York. Il me demanda d'écrire pour cette publication l'histoire du coup d'État. Je lui fis parvenir toutes les semaines jusqu'à la mi-février des articles intitulés « Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte ». Entre-temps, le plan primitif de Weidemeyer avait échoué, mais il publia au printemps de l'année 1852 une revue mensuelle intitulée La Révolution, dont le second numéro est constitué par le 18 Brumaire. Quelques centaines d'exemplaires en furent alors envoyés en Allemagne, mais sans pouvoir cependant être placés en librairie. Un libraire allemand qui se donnait comme radical avancé et auquel j'en proposais la diffusion, répondit en manifestation son effroi vertueux d'une proposition aussi inopportune. On voit par ce qui précède que l'ouvrage ci-dessous est né sous la pression des événements, et que la matière historique qu'il traite ne dépasse pas le mois de février 1852. Sa réédition actuelle est due en partie aux demandes de librairie et en partie aux instances de mes amis d'Allemagne. Parmi les ouvrages qui, à peu près à la même époque, traitaient le même sujet, 2 seulement méritent d'être mentionnés, Napoléon le Petit de Victor Hugo et Le coup d'État de Proudhon. Victor Hugo se contente d'invectives amères et spirituelles contre l'auteur responsable du coup d'État. L'événement lui-même lui apparaît comme un éclair dans un ciel serein. Il n'y voit que le coup de force d'un individu. Il ne se rend pas compte qu'il le grandit ainsi au lieu de le diminuer, en lui attribuant une force d'initiative personnelle sans exemple dans l'histoire. Proudhon, lui, s'efforce de représenter le coup d'État comme le résultat d'un développement historique antérieur. Mais, sous sa plume, la construction historique du coup d'État se transforme en une apologie du héros du coup d'État.
Il tombe ainsi dans l'erreur que commettent nos historiens soi-disant objectifs. Quant à moi, je montre, par contre, comment la lutte des classes en France créa des circonstances et une situation telle qu'elle permit à un personnage médiocre et grotesque de faire figure de héros. Un remaniement de l'ouvrage ci-dessous lui aurait enlevé sa couleur particulière. Je me suis donc borné à corriger les fautes d'impression et à supprimer les allusions qui ne seraient plus comprises aujourd'hui. Ce que je disais dans la phrase finale de mon ouvrage, mais lorsque le manteau impérial tombera finalement sur les épaules de Louis Bonaparte, la statue d'airain de Napoléon s'écroulera du haut de la colonne Vendôme, c'est déjà réalisé. Le colonel Charras a, le premier, engagé l'offensive contre le culte de Napoléon dans son ouvrage sur la campagne de 1815. Depuis, et notamment au cours de ces dernières années, la littérature française, au moyen des armes de la recherche historique, de la critique, de la satire et de l'ironie, a donné le coup de grâce à la légende de Napoléon. Hors de France, cette rupture violente avec les croyances populaires traditionnelles, cette immense révolution intellectuelle, a été peu remarquée et encore moins comprise. En fin de compte, j'espère que cet ouvrage contribuera à écarter le terme couramment employé aujourd'hui, particulièrement en Allemagne, de césarisme. Dans cette analogie historique superficielle, on oublie le principal, à savoir que, dans l'ancienne Rome, la lutte des classes ne se déroulait qu'à l'intérieur d'une minorité privilégiée, entre les libres citoyens riches et les libres citoyens pauvres, tandis que la grande masse productive de la population, les esclaves, ne servait que de piédestal passif aux combattants. On oublie la phrase célèbre de Sismondi. Le prolétariat romain vivait aux dépens de la société, tandis que la société moderne vit aux dépens du prolétariat. Étant donné la différence complète entre les conditions matérielles, économiques de la lutte des classes dans l'Antiquité et dans les temps modernes, les formes politiques qui en découlent ne peuvent pas avoir plus de ressemblance entre elles que l'archevêque de Canterbury avec le grand prêtre Samuel. Londres, 23 juin 1869, Karl Marx. Préface de Friedrich Engels à la 3e édition allemande, 1885. Qu'une nouvelle édition du 18 Brumaire soit devenue nécessaire 33 ans après sa parution, cela prouve que cette brochure n'a encore aujourd'hui rien perdu de sa valeur. En effet, c'était un travail génial. Immédiatement après l'événement qui surprit tout le monde politique, comme un éclair dans le ciel serein, qui fut maudit par les uns avec des cris d'indignation vertueuse et accueilli par les autres comme l'acte apportant le salut hors de la Révolution et comme le châtiment du trouble provoqué par elle, mais fut un objet d'étonnement et d'incompréhension pour tous. Marx en fit un exposé court, épigrammatique. Il y expliquait toute la marche des événements survenus en France depuis les journées de février dans leur rapport interne, montrait comment le miracle du 2 décembre n'était que le résultat naturel, nécessaire de ces rapports, sans avoir besoin de traiter le héros du coup d'État autrement qu'avec un mépris bien mérité. Et le tableau était brossé avec une telle maîtrise que toutes les révélations faites depuis n'ont fait qu'apporter de nouvelles preuves de la fidélité avec laquelle il reflète la réalité. Cette compréhension remarquable de l'histoire quotidienne vivante, cette intelligence claire des événements au moment même où ils se déroulaient, est en effet sans exemple. Mais pour cela, il fallait la connaissance profonde de l'histoire de France qu'avait Marx. La France est le pays où les luttes de classe ont été menées chaque fois plus que partout ailleurs jusqu'à la décision complète, et où, par conséquent, les formes politiques changeantes, à l'intérieur desquelles elles se meuvent et dans lesquelles se résument leurs résultats, prennent les contours les plus nets. Centre du féodalisme au Moyen-Âge, pays classique depuis la Renaissance, de la monarchie héréditaire, la France a, dans sa grande révolution, détruit le féodalisme et donné à la domination de la bourgeoisie un caractère de pureté classique qu'aucun autre pays n'a atteint en Europe. De même, la lutte du prolétariat révolutionnaire contre la bourgeoisie régnante y revêt des formes aiguës, inconnues ailleurs. Telle est la raison pour laquelle Marx non seulement étudiait avec une prédilection spéciale l'histoire du passé français, mais encore suivait dans tous ses détails l'histoire courante, rassemblait les matériaux destinés à être utilisés plus tard, et ne fut par conséquent jamais surpris par les événements. Mais à cela vint s'ajouter encore une autre circonstance. Ce fut précisément Marx qui découvrit le premier la loi d'après laquelle toutes les luttes historiques, qu'elles soient menées sur le terrain politique, religieux, philosophique ou dans tout autre domaine idéologique, ne sont en fait que l'expression plus ou moins nette des luttes des classes sociales, loi en vertu de laquelle
l'existence de ces classes et par conséquent aussi leur collision sont à leur tour conditionnées par le degré de développement de leur situation économique, par leur mode de production et leur mode d'échange, qui dérive lui-même du précédent. Cette loi, qui a pour l'histoire la même importance que la loi de la transformation de l'histoire de la Deuxième République française. C'est cette histoire qui lui a servi à mettre sa loi à l'épreuve et, 33 ans après, il nous faut encore reconnaître qu'elle a subi brillamment cette épreuve. Friedrich Engels.